J'ai un souvenir d'une vieille dame qui m'a dit c'est le plus beau jour de ma vie. J'étais là, waouh. C'est vraiment ce sentiment de reprendre le pouvoir sur notre histoire, sur nous, sur la société en fait. Bienvenue dans Soif de Sens, l'émission podcast et YouTube des militants badass qui changent le monde et qui t'aident à avancer dans ta quête de sens. Aujourd'hui, on va parler de sexisme et de féminisme, donc de main au cul, de violence contre les femmes et surtout de solutions. Et pour ça, on est avec Caroline Dehaas de l'association Nous Toutes. Salut Bonjour. Caroline, ça va ? Ouais, ça va bien. Super. Je vais te présenter en 30 secondes, mais d'abord, petit disclaimer, on va parler de violences sexistes et sexuelles, donc ça va de t'es bonne à des viols et des féminicides, donc voilà, c'est un sujet touchy qui peut être violent, donc sachez-le si vous avez envie de continuer à écouter cet épisode. Ok, Caroline, du coup, t'as fondé l'entreprise EGAE, où tu fais des formations à l'égalité femmes-hommes, notamment en entreprise, et t'es aussi cofondatrice de l'association féministe Nous Toutes, qui justement vise à en finir avec les violences sexistes et sexuelles, et tu viens de sortir un super livre sur le sujet, qui moi m'a assez secoué et dont on va parler. Pour commencer, j'aimerais que tu nous racontes quelques histoires de ton vécu qui illustrent assez bien la cause à laquelle tu t'attaques le sexisme et défendre les femmes. En 2017, il y a eu le mouvement MeToo avec plus de 17 millions de témoignages en un an. Et un an après, il se trouve que tu rencontres une amie, vous prenez un verre en terrasse et vous vous dites « Et si on organisait la plus grande marche de l'histoire contre les violences faites aux femmes ?» Et un an après, vous l'avez fait. Énorme. Est-ce que tu te rappelles de ce que les femmes t'ont dit le jour de cette marche ? Alors en fait, il y a eu 2 marches, Nous Toutes. La première, elle était en 2018, donc un an après MeToo. Il y a eu 50 000 personnes dans les rues de Paris et 100 000 partout en France. Et la deuxième, la plus grosse, elle a eu lieu en 2019. Et c'était une marche avec, là on était près de 100 000 à Paris et 150 000 partout en France. Donc déjà, ce qui est intéressant, c'est que c'est les plus grandes marches féministes de l'histoire de France. Et oui, je me rappelle très bien, notamment de la première marche. Alors on était moins nombreuses que la deuxième, mais comme c'était la première d'une telle ampleur depuis des années et des années, j'ai un souvenir d'une vieille dame qui était assise sur le bord, en fait, qui était sur un banc, qui m'a vu passer, qui m'a arrêtée, qui m'a dit c'est le plus beau jour de ma vie. J'étais là, waouh, c'est chaud quoi. C'est-à-dire c'était hyper émouvant quoi. Ou alors, en fait, pendant chacune des marches, il y a des femmes qui pleurent en fait sur le bord de la route. C'est hyper impressionnant. Il y a des gens qui défilent et tu vois des femmes qui pleurent d'émotion et c'est hyper fort. Puis moi j'ai d'autres images. Ouais, non, mais moi j'ai des milliers d'images dans la tête. J'ai une très très bonne amie qui s'appelle Julia Foyce, qui est journaliste à Radio France. Okay. Et qui m'a vue près du camion et qui est venue me voir et on s'est regardé, on s'est mis toutes les deux à pleurer en se prenant dans les bras en mode mais qu'est-ce qui se passe quoi ? C'est quoi tous ces gens dans la rue pour lutter contre les violences ? C'est tellement incroyable. Ou alors tout d'un coup j'entends une musique hyper fort au camion et là je vois mais genre des dizaines de très jeunes femmes, d'enfants en fait, de genre 12, 13, 15 ans, qui se mettent à courir comme des oufs. Et en fait, j'avais pas reconnu la musique. C'était Aya Nakamura. Voilà, je ne connaissais pas à l'époque, j'ai honte. Voilà, et je fais, mais c'est quoi cette musique ? Et mes copines elles font, Caro, là, il faut quand même que tu connaisses. Voilà. Ou alors, la dernière image que j'ai et que je garde tout le temps, dès que j'ai un petit coup de down, je me remets dans cette ambiance-là. C'est dans la deuxième marche en 2019, quand le camion est arrivé place de la République. Ouais. Il y avait du monde sur toute la place, et puis dans les boulevards, c'était incroyable. Et là, on a mis Beyoncé, et on s'est mis à danser sur le camion avec Léonore, qui est une copine de Nous Toutes. Et là, c'était fou, quoi. 50, 100 000, ça va c'était impressionnant. Ouais, puis quand, pendant toute ta vie, t'as vécu des violences sexistes et sexuelles, voire à moitié inconsciemment, ou que t'as culpabilisé, ou que t'as honte, ou quoi que ce soit, ouais, d'avoir ce sentiment de sororité, ça doit être... Ce qui est hyper fort, en fait, c'est qu'il y a, pour moi, cette marche, elle est vraiment associée au mot de pouvoir. C'est-à-dire qu'il y a un sentiment de reprendre le pouvoir, à la fois individuellement, c'est-à-dire qu'en fait, on est là, chacune, nous, quoi, notre corps, notre être, est là. Et donc, individuellement, ça dit quelque chose, le fait de participer à une marche comme ça. Et puis, il y a un truc absolument incroyable, collectif. Et pour moi, vraiment, le mot qui est associé, plus que le mot sororité, c'est vraiment le mot pouvoir. C'est-à-dire vraiment ce sentiment
de reprendre le pouvoir sur notre histoire, sur nous, sur la société en fait, et sur les violences. Et donc c'est vraiment, d'ailleurs quand on en parle avec des gens qui étaient assez manifs, à chaque fois, moi quand je fais des réunions et que je dis je sais pas si vous étiez à la marche, et là tu vois les étoiles dans les yeux, les gens ils font ouais j'étais à la marche. Et ouais, vraiment le mot pour moi c'est pouvoir quoi, c'est-à-dire que participer à ces marches, ça permet de reprendre une partie du pouvoir en fait. On va remonter un petit peu en arrière. En 2011, il y a l'affaire DSK au Novotel, où effectivement Dominique Strauss-Kahn est présupposé devenir notre président de la République, et il est accusé de viol par une femme de ménage d'un hôtel où il a dormi, Nafissatou Diallo. Il se trouve que en réaction à cet événement, il y a Jack Lang, du coup l'ancien ministre de la Culture, qui dit au journal de France 2, donc devant vraiment beaucoup de monde, que il conteste la manière dont la police traite DSK, et il dit il y a pas mort d'homme quand même. Et tu racontes dans ton livre que derrière il t'a appelé. Ouais. C'est quoi l'histoire? En fait, à l'époque, moi, j'étais responsable d'une asso qui s'appelait Oser le féminisme. Oui. Et on a fait partie des gens qui sont le plus... Enfin, en tout cas, moi, j'ai fait partie des gens qui ont été le plus vus dans les médias à ce moment-là sur la réaction, en fait, à ce qui se passait. C'est avant MeToo. Hein, donc C'était très longtemps avant MeToo. C'était pas du tout la même époque. On a vraiment l'impression d'avoir changé de monde hein, quand même par rapport à l'époque. Bon. Et donc, en fait, nous, à l'époque, on avait un choix. On n'était pas tous d'accord dans les mouvements féministes. À Oser le féminisme, on avait décidé de ne pas parler de DSK, en fait, parce qu'on ne savait pas ce qui s'était passé réellement dans la chambre, et on voulait pas rentrer là-dessus. Nous, on avait décidé de dire, en fait, cette affaire-là, elle est l'occasion d'un déferlement de misogynie, de sexisme et de racisme dans les médias. Et donc nous, on se concentrait là-dessus, en disant, cette affaire, elle est révélatrice d'une société française qui est quand même encore très en retard sur les questions de sexisme et de racisme. Et parce qu'en plus, Nafissatou Diallo est noire. Et donc on avait beaucoup, enfin moi j'avais fait énormément de médias, on avait organisé une manif à la Fontaine des Innocents à Paris, donc à côté du centre Georges Pompidou. Il y avait des milliers de personnes, mais genre des milliers, on devait être, si on était 3 ou 4 000, c'était le bout du monde quoi. Et à l'époque, c'était déjà mais énorme, c'est-à-dire qu'il y avait rarement eu des... Ouais. En fait, je me rappelle très bien à l'époque, mais c'est la première manif féministe que je fais, où je fais pas la bise toutes les 3 minutes à quelqu'un parce que je le connais. C'est-à-dire qu'il y avait des gens que je ne connaissais pas, beaucoup de gens, en fait, une majorité de gens que je ne connaissais pas. Alors d'habitude, des militants habituels. Alors d'habitude, on était plutôt entre nous, je mets des guillemets. Alors, entre nous, ça fait quand même pas mal. Il y a beaucoup de militantes féministes en France, mais ça restait quand même un milieu qu'on connaissait. Donc ça, c'était vraiment hyper intéressant. Et il y a eu, donc moi à ce moment-là, j'ai fait beaucoup de médias. Et donc, c'est la première fois que les gens se sont mis à me reconnaître dans la rue. Enfin, il y a vraiment eu un moment de très forte exposition médiatique. Et résultat, on m'a évidemment sollicité pour réagir aux propos de Jack Lang. Et résultat, un soir, mon téléphone sonne. Et en fait, j'ai une copine qui a enregistré le truc, qui m'a filmé en train d'être au téléphone avec Jack Lang et qui a gardé le film. Okay. Je l'ai jamais re-regardé, mais enfin bon bref, je sais que ce film existe quelque part et je me dis un jour, il faudra que je le re-regarde. Et donc, allô, c'est Jack Lang? Hein? Il était apparemment, je crois, en voyage en Russie, je sais pas où il était. Donc au début, je croyais que c'était un canular, et puis en fait non. Et donc là, il essaye de m'expliquer qu'il a pas du tout voulu banaliser les violences, quoi. Oui, parce que d'abord, est-ce que tu pourrais expliquer de quoi tu l'accusais? En fait, je disais que quand il dit à la télé devant des millions de personnes, il n'y a pas mort d'homme, en fait, ça donne le sentiment que c'est pas si grave ce qui s'est passé. Donc factuellement, il n'y a pas d'homme qui est mort, ça c'est en tout cas d'après ce qu'on sait. Mais par contre, dire il n'y a pas mort d'homme, de fait, ça banalise la gravité d'une accusation de viol quand même. Bon. Ouais. Et donc voilà, ce que j'ai essayé de lui expliquer, c'est je lui ai dit, écoutez, en fait, il y a, je sais pas, à l'époque, il devait peut-être, j'en sais rien, mais genre, imaginons 4 millions de personnes qui regardent le journal télévisé. Ça veut dire qu'il y a 2 millions de femmes. Sur les 2 millions de femmes, comme on sait que à peu près 10%, 13%, maintenant on a des chiffres plus précis, on sait que c'est 12% des femmes ont été victimes de viol. Vous faites le calcul, en fait, ça fait un bon paquet de femmes à qui vous dites, en fait, il n'y a pas mort d'homme, meuf. En fait, ce qui t'est arrivé, il n'y a pas mort d'homme. Voilà. Il dit, mais c'est pas du tout ce que j'ai voulu dire. Je dis pas que c'est ce que vous avez voulu dire, mais c'est au final la façon dont ça peut être perçu. Voilà, bon, c'est tout. Mais c'était drôle, quoi. C'était juste marrant comme expérience de se retrouver dans son salon avec des copines à côté. On devait être dans une soirée, dans une réunion féministe, quoi. Et là, je disais, Jack Lang. Et les meufs, c'était, attends, je filme. Genre, c'était trop marrant, quoi. Enfin bon, bref, c'est rigolo, quoi. Improbable. Tu peux nous parler un peu des formations que vous faites avec nous toutes? Ouais. Alors, en fait, c'était pendant le premier confinement. Donc, moi, j'étais enfermée chez moi, comme tout le monde, avec les 2 enfants à la maison. Et franchement, j'ai cru que j'avais pété un câble. En fait, de pas pouvoir le sentiment d'être dans l'action, c'était hyper douloureux.
Et donc, d'abord, j'ai essayé de faire plein de trucs. Je me suis dit, on va faire un circuit d'hébergement pour les femmes victimes. Après, j'ai dit, on va faire une levée de fonds. Bon. Puis en fait, il y avait plein d'assauts. Quelqu'un qui a la bougeotte, quand même. Ouais, j'ai un petit sujet d'hyperactivité, mais c'est un autre sujet. Et en fait, il y avait déjà plein d'assauts qui faisaient ça. Et donc, au bout d'un moment, je me suis dit, mais j'ai plus rien à faire, je sers à rien, c'est horrible. Et je me suis dit, en fait, on va utiliser ce que je sais faire dans mon travail avec nous toutes. Et donc, j'ai commencé à proposer des formations en ligne. Donc, la première, le test, en fait, il y avait 300 personnes qui se sont inscrites. Puis après, 1000. Puis deuxième session, 1000. Troisième, 1000. Quatrième, 1000. Et en fait, les sessions se remplissaient toutes. Mais genre, c'était complètement incroyable. Et donc, on a même fait une session à 4500 personnes. Ouais, je pense que j'étais dans celle-là. Ça, c'était incroyable. Et donc, ça durait 2h30 sur Zoom. On en fait toujours, il y en a toutes les semaines. Maintenant, il y a plutôt 150. Je vous mets les liens en description. Il y a plutôt 150 ou 200 personnes qui s'inscrivent à chaque fois, mais c'est quand même super marrant à chaque fois. Et en fait, c'est une formation qui, en 2h30, synthétise d'ailleurs un peu ce qu'il y a dans le bouquin, quoi. C'est-à-dire, enfin, très très synthétique, mais en gros, donne vraiment les clés, les bases pour pouvoir agir contre les violences. Et ce qui est hyper impressionnant, c'est qu'on a formé 50 000 personnes sur Zoom, et il y a plus de 50 000 personnes qui ont suivi le replay. Donc en tout, on a formé 100 000 personnes. Gratuitement. Et ça, gratuitement, ouais. Et ça, c'est... En fait, ce que je trouve intéressant, c'est que moi, je sens l'impact de ça sur la société. C'est-à-dire que quand tu atteins un niveau où il y a 100 000 personnes formées, je parle pas de personnes sensibilisées qui ont suivi une conférence d'une demi-heure, quoi. C'est des personnes qui ont suivi une formation de 2h30 sur une thématique. En fait, tu vois le changement social. C'est-à-dire que tu vois que le niveau de conscience global dans la société bouge. Et ça, c'est hyper enthousiasmant. Trop bien. Moi, ce qui m'avait le plus marqué, c'était effectivement la question de savoir quels étaient nos droits, en fait. Et encore plus pour une femme. Et par exemple, le fait que un flic ou un gendarme, enfin non, je sais pas, ça doit être que des flics qui prennent des plaintes. Gendarme aussi, qui peut prendre une plainte, ouais. Ok. Ne peut pas refuser une plainte. Alors qu'ils le font très souvent, Ouais. mais en fait, ils ont pas le droit. Ouais. Mais ça aussi, c'est intéressant sur la façon dont nous toutes a réussi à faire bouger les choses dans la société. Il y en a peut-être certaines qui ont déjà vu les visuels qu'on avait faits avec justement ce fameux article 15.3 du Code de procédure pénale qui oblige un policier ou un gendarme à prendre la plainte quand il y a quelqu'un qui vient porter plainte. Et cet article 15.3, personne ne le connaissait il y a encore 2 ans. Et depuis 2 ans, nous toutes à matraquer sur les réseaux sociaux, genre on a mis partout ce visuel qui rappelle ça. Et aujourd'hui, moi je reçois des messages de meufs qui vont au commissariat et qui me disent ils ont pas voulu prendre la plainte, j'ai sorti l'article 15.3 du Code de procédure pénale, ils l'ont prise. Ou alors, encore plus incroyable, un jour il y a une femme qui m'appelle, qui m'envoie un message sur Twitter. Caroline, on est au commissariat de je sais pas quelle ville dans les Yvelines, ils veulent pas prendre la plainte, violence conjugale, etc. Je dis ok, envoie-moi le nom du commissariat et en 3 lignes l'histoire de la dame, et on le poste sur les réseaux sociaux en interpellant le ministre de l'Intérieur, de manière à ce qu'il fasse bouger les choses. Et donc je commence à préparer le tweet, je dis on fait valider le tweet avec la personne victime, parce qu'on tweete pas sans son accord. Et là, elle me renvoie un message en disant « c'est bon, elle a dit qu'elle connaissait nous toutes, et résultat, ils ont pris la plainte. » Bien joué. Et j'étais là « What ?» Genre, ok. C'était vraiment... c'était incroyable, quoi. Et donc, ça me fait... Voilà. Il y en a une autre qui m'a appelé l'autre jour en disant « Caro, j'étais au commissariat. » On m'a envoyé un message sur Twitter aussi. J'étais au commissariat, ils ont dit... qu'est-ce qu'ils ont dit ? Ils ont pris la plainte, et après, ils ont dit « Bon, si vous avez besoin d'infos, vous allez sur nostoutes.org. » C'est là, putain, mais les flics, mais franchement, c'est incroyable, quoi. En même temps, ça me fait marrer, et en même temps, c'est flippant à quel point, non, mais surtout à quel point ils délèguent aux assos, c'est pas le travail de nous toutes, en fait, d'orienter les gens. Ça, c'est sur toutes les causes. C'est le travail des services publics, quoi. Et parce que, à la base, on l'a pas forcément expliqué, mais j'imagine que pour pas mal de femmes, c'est assez évident que, on va te dire, non, mais t'as pas à nous déranger pour une histoire de couple, alors, ce qui est intéressant, c'est pas assez grave. Là, on a sorti une enquête qui s'appelle Prends ma plainte sur les dépôts de plainte en commissariat et gendarmerie. Et en fait, on observe 2 choses. On observe, parce qu'on a posé des questions plus précises que celles d'avant, on observe que, en fait, en matière de violence conjugale, il y a une plus grande banalisation des faits de la part des forces de l'ordre. Plus que sur d'autres types de violences. Ça, c'est très intéressant parce qu'il y a un décalage dans la société entre le fait que les violences conjugales aient fait l'objet du Grenelle, soient super au cœur des débats publics, et pourtant qu'elles soient encore plus banalisées que les autres. C'est-à-dire, en gros, là,
on va pas se déplacer pour un balai cassé, c'est juste une dispute de couple, etc. Donc là, ça montre bien à quel point les violences au sein du couple sont encore pas du tout prises au sérieux en France. Et le deuxième truc qu'on a vu dans l'enquête, c'est pour les mineurs. Là, il y a moins de banalisation. Par contre, il y a beaucoup plus de culpabilisation de la victime. Okay. Et notamment des jeunes filles de 13, 14, 15 ans qui viennent essayer de porter plainte pour ce qu'on appelle du revenge porn, donc la diffusion d'images à caractère sexuel d'elles sur les réseaux sociaux par des gens ou de la menace de le faire. Même la menace de le faire, c'est déjà un délit. Et ben ça, c'est pas pris enfin, c'est moins banalisé par les policiers, mais par contre, ils vont avoir tendance à avoir des propos qui culpabilisent la victime. Ouais, mais en même temps, pourquoi t'as fait ça? Pourquoi tu t'es habillé comme ça? Pourquoi tu lui as laissé prendre des photos, etc., etc. Dans le livre, justement, tu racontes une autre histoire où tu interviens sur le harcèlement sexuel en entreprise, dans une entreprise près du Mans. Et donc là, c'est chez eux, mais apparemment, c'est assez fréquent. Justement, les participants, en l'occurrence, là, les participantes te disent non, mais chez nous, il n'y a pas de harcèlement au travail. Est-ce que c'était vraiment le cas? Alors, c'est jamais le cas. Il y a 32% des femmes en France qui déclarent avoir déjà subi du harcèlement sexuel au travail. Donc, dans les entreprises de plus de X salariés, je dirais plus de 50, la probabilité qu'il n'y ait pas de femmes victimes de harcèlement sexuel est très faible, en fait. Parce que 32%, ça veut dire que c'est massif. Donc ça, c'est moi ce que je raconte tout le temps, c'est que la première chose à faire quand vous voulez mobiliser des gens sur le sujet des violences, c'est de percuter l'illusion de l'égalité. C'est-à-dire de faire prendre conscience aux gens qu'il y a des violences, y compris dans leur entourage, que ce soit personnel, familial ou professionnel. Et c'est vrai qu'à cette époque-là, maintenant beaucoup moins, les choses ont vraiment beaucoup changé, mais à cette époque-là, on était en 2014. On était donc avant MeToo encore. En 2014, et c'était toujours la même chose. Je disais harcèlement, non, il n'y en a pas chez nous. Alors si, le harcèlement c'est ça, non, il n'y en a pas chez nous. Par exemple, quelqu'un qui fait une remarque régulièrement sur la taille de votre décolleté ou sur votre sexualité. Ça c'est du harcèlement. Non mais ça c'est tous les jours. Ok, alors on va reprendre. Donc en fait non, c'est pas normal quoi, genre. En fait, il faut que ça s'arrête. Et ça, c'était très intéressant. Et encore aujourd'hui, d'ailleurs, il y a... Bah oui, on se dit que harcèlement, il faut forcément que ce soit extrême. Et en fait, tous les exemples que tu donnes, ils sont déjà extrêmes, mais pour nous, c'est la norme. Ouais, et puis souvent, les gens dans leur tête, harcèlement, ils pensent main aux fesses, en fait. Ils pensent agression. C'est-à-dire qu'en fait, dans notre tête, que ce soit physique, quoi. Ouais, on va avoir tendance à déqualifier en permanence ces choses. Et notamment dans les formations aujourd'hui, donc là encore aujourd'hui en 2021, je montre une diapositive, donc une slide sur PowerPoint, où je mets, il lui a mis une main en fesses dans l'ascenseur. Harcèlement sexuel ou autre chose? Je piège un peu les gens, parce que si je mettais là harcèlement ou agression, ils trouveraient sans doute la bonne réponse. Ouais. Mais là, ils tombent tous dans le panneau. Ils disent tous, ça c'est du harcèlement sexuel. Je dis, non, c'est pas du harcèlement sexuel, qu'est-ce que c'est? Là, il y en a quelques-uns maintenant de plus en plus qui disent en fait non, c'est une agression sexuelle. Je dis c'est plus grave. Donc je vous montre une agression, vous le qualifiez de harcèlement. Le jour où je vais vous montrer du harcèlement, vous allez dire que c'est du sexisme, et le jour où je vais vous montrer du sexisme, vous allez dire bon, c'est une blagounette, hein, il y a pas bord d'homme, etc., etc. Donc il va y avoir une tendance permanente à déqualifier les faits. Et c'est pour ça d'ailleurs que dans le livre, au début là, j'ai fait un tableau que j'utilise maintenant tout le temps, qui est un tableau en fait récapitulatif de tous les faits de violence. Donc par exemple un agissement sexiste, qu'est-ce que c'est? Je donne un exemple et je mets l'article de loi. Et pour moi c'est pour ça que j'ai écrit ce livre d'ailleurs, le fait de maîtriser la définition des violences, de connaître les définitions légales, c'est un outil indispensable pour les faire reculer. Bah oui, parce que tu dis, en fait, ça, c'est qualifié de ça par la loi, et en fait, c'est puni, quoi. C'est pas juste ma morale qui me dit que c'est pas bien ce que tu fais, c'est illégal, en fait. Ouais, et ça, c'est hyper intéressant aussi quand on est dans les formations. Au tout début, je fais une mise en situation, donc vous rentrez dans une salle de réunion, d'accord? Donc, je suis dans une formation professionnelle, donc je suis avec des agents de la fonction publique ou avec des salariés d'une entreprise. Okay. Je dis, vous rentrez dans une salle de réunion, hors Covid, Jean-Michel est là, et puis il y a Sandrine qui arrive, qui a l'air crevée, et là Jean-Michel lui dit, dis donc, quelle tête, t'as tes règles ou quoi? Bon, qu'est-ce que c'est? Alors déjà, ce qui est intéressant, c'est qu'on vient de définir l'agissement sexiste, mais il y a la moitié de la salle qui sait pas encore qualifier les choses. Ouais. Donc là, je reprends, ça me permet de réviser, en fait, de dire, voilà, en fait, ça correspond à ce qu'on vient de voir, c'est un agissement sexiste. Ok? Est-ce qu'on réagit? Alors là, débat. Il y en a qui disent, ouais, mais si on réagit, c'est un peu dur pour Jean-Michel. Je dis, ouais, mais en même temps, si vous réagissez pas, qu'est-ce que ça renvoie comme message? Ah ouais, c'est vrai, ça envoie le message que c'est drôle, ou qu'on tolère, ou que c'est pas si grave. Je dis, donc on réagit. Et il y en aura d'autres. Voilà. Et comment on réagit? Alors là, moi, j'adore.
Parce que les gens, d'abord, il y en a qui me disent, je lui dis que c'est un gros con. Ok, alors, non. En fait, vous n'avez pas le droit d'injurier les gens. Donc, déjà, ça permet de remettre, en fait, non. Même si vous avez envie, vous n'avez pas le droit. Donc, on n'injurie pas les gens. Après, il y en a qui me disent, moi, je lui retourne son truc en lui parlant de lui. Je dis, non, vous n'avez pas le droit non plus de tenir un propos qui va mettre Jean-Michel mal à l'aise. Par exemple, vous pouvez pas dire à Jean-Michel, qui vous parle de vos règles, et toi, ta prostate, ça va comment? Parce que en ce moment, ça a l'air un peu compliqué, Jean-Michel. Tu as besoin d'un coup de main? Bon. Et en fait, vous pouvez pas faire ça, d'accord? Vous avez le droit d'avoir envie de le faire, mais il faut pas le faire. Donc, vous pouvez pas l'injurier, vous pouvez pas le taper, et vous pouvez pas l'humilier. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va dire à Jean-Michel, en fait, ce que tu viens de faire, c'est un agissement sexiste. T'as pas le droit, en fait, de faire ça. Et là, c'est super intéressant par rapport à ce que tu disais sur le moral, c'est que les managers, ou les encadrants, ou même les collègues, ils vont avoir tendance à se mettre sur une posture morale. Oh Jean-Michel, c'est pas marrant ce que tu fais, c'est un lourd. En fait, qui est une posture que je partage par ailleurs. Moi j'ai des postures morales. Mais du coup, il y a de la place pour le débat. Mais il y a de la place pour le débat. Si c'est drôle, non c'est pas drôle. Si c'est drôle, non c'est pas drôle. Alors qu'en fait, si on est sur une posture légale, en fait t'as pas le droit de le faire. Et on règle ce problème de débat politico-idéologique par ailleurs passionnant. Est-ce que on devrait avoir le droit de tenir des propos sexistes au travail? On peut en débattre. Moi je veux bien en débattre. Moi je pense que non, mais on peut en débattre. Ouais. C'est pas le sujet en fait. Le code du travail aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas le droit de tenir des propos sexistes qui portent atteinte à la dignité. Qu'est-ce qui va vous répondre? On peut plus rigoler, on peut plus rien dire. C'est en général ce qu'on nous répond quand on dit ça. Et là, il faut connaître le code du travail. Parce que vous lisez le code du travail. Alors attends, excuse-moi Jean-Michel, une minute, je prends mon code du travail que j'ai toujours sur moi. Toujours. L'article donc L1142-2-1 du code du travail sur l'agissement sexiste. Je relis la définition. Ah non, désolé Jean-Michel, c'est pas précisé que si c'est drôle, c'est autorisé. Par contre, si c'est pas drôle, c'est interdit. En fait, c'est toujours interdit un agissement sexiste, que ce soit drôle ou pas. Et donc tu vois, en fait, connaître la loi, ça permet aussi de répondre aux objections un peu avec de l'humour, quoi. Résultat, ça permet de faire atterrir tout le monde, mais quand même de rappeler les règles. Quand j'ai fermé ton livre, justement, moi, j'étais pas bien. Mince. C'est un sujet assez lourd quand même. Et, non, et c'est bien d'être remué comme ça. Et notamment parce que en tant que mec, c'est tu sais toutes ces choses-là, t'en entends parler, etc. Mais là, une femme sur 8 qui déclare avoir été violée, forcément, au bout d'un moment, tu te dis, mais en fait, autour de moi, il y en a forcément plein à qui c'est arrivé, ça a bouleversé leur vie et dont je suis pas au courant, que ce soit dans ma famille, dans mes amis, ou même là il y a 22 000 abonnés sur YouTube, 60% c'est des femmes, donc j'ai calculé, ça veut dire que potentiellement il y a 1600 femmes victimes de viols sur la chaîne, ou même là qui sont en train de nous écouter, quoi. Enfin je sais pas, ça sonne un peu bête comme ça, mais c'est vrai que je comprendrai jamais ce que ressent une femme, quoi. Que je peux pas mesurer la violence des violences sexuelles et sexistes parce que je la subis pas au quotidien, tout simplement, quoi. Alors, moi j'ai un peu évolué sur cette question il y a une particularité aux violences que subissent les femmes. Okay. Au tout début de mon engagement féministe, je disais que le sexisme était particulier et en fait, je pense que, volontairement ou pas, je faisais une hiérarchie entre les discriminations. Okay. C'est-à-dire que j'avais tendance à penser que le sexisme, c'était pas forcément plus grave, mais que c'était plus prioritaire que les autres. Okay. À l'époque. Parce que ça concernait plus de monde, parce que c'était la moitié de l'humanité, parce que le patriarcat, et que comme ça fait des millénaires, bon. Et donc je trouvais plein d'arguments pour expliquer qu'il y avait une spécificité au sexisme. Parce que ça te touchait peut-être aussi. Peut-être parce que ça me touchait aussi, bon. Mais quand même, je pense que c'est un problème de penser ça. Enfin, aujourd'hui je suis pas d'accord avec ça. J'ai évolué de position. Moi je pense que l'ensemble des discriminations, elles ont des particularités, mais qu'en fait, il n'y a pas de hiérarchie entre elles. C'est-à-dire qu'il y en a pas une qui est plus grave que les autres, il y en a pas une qui est plus importante que les autres. Et donc quand tu dis je pourrais pas comprendre, c'est sûr que une personne qui est socialisée comme homme et qui vit comme homme dans la société française ne fait pas l'expérience sociale des discriminations systémiques que subissent les femmes. Moi par exemple, en ce moment je suis en couple hétéro, je n'ai pas absolument pas, enfin j'ai conscience et je lutte contre les discriminations que subissent les copines lesbiennes par exemple, je ne les subis pas au quotidien, jamais. Il y a deux choses différentes, il y a d'un côté être capable de comprendre les mécanismes de discrimination, d'en avoir conscience, et ça tout le monde peut le faire, et il y a de l'autre côté avoir conscience également par la même occasion que lorsqu'on ne subit pas de manière systémique des discriminations, par exemple liées à la couleur de peau, à l'origine sociale ou je ne sais quoi, en fait, de fait, on a un certain nombre de privilèges dans la société. Et moi, par exemple, en tant que blanche,
en tant qu'hétérosexuel, en tout cas en ce moment, en tant que personne qui n'est pas en situation de handicap, en tant que personne athée, en tant que personne issue d'un milieu extrêmement favorisé, ayant moi-même aujourd'hui une situation sociale qui fait partie des plus privilégiées du pays, je pense. Enfin, alors c'est pas je pense, c'est l'INSEE me dit que je fais partie des 10% de femmes les mieux, avec la meilleure rémunération du pays. En fait, je suis ultra privilégiée sur plein de domaines. Je le dis pour tout le monde, pour les rémunérations, parce que c'est intéressant. En gros, quand vous êtes une femme et que vous touchez plus de 2500 € par mois, vous faites partie des 10% des femmes les mieux rémunérées du pays. Quand vous êtes un homme, c'est 3500. Donc en moyenne, c'est 3000. Wow. Donc voilà, les rémunérations, elles sont assez faibles en fait en France. Bon, c'est un autre sujet. Ouais, ce que j'essaie de dire, c'est que du coup, j'ai l'impression que je comprends le problème, mais que je suis encore, comme c'est pas dans le ressenti, je suis encore dans une forme de déni partiel, j'ai l'impression, parce que même si j'ai les chiffres, j'arrive pas à imaginer, parce que je le vois pas, qu'il y ait autant de personnes, et principalement des hommes, qui tripotent des femmes, qui les insultent, qui les agressent, qui les violent. Alors en fait, je pense que le déni, il est pas lié au fait d'être une femme ou un homme. Pour moi, le déni, il est vraiment lié à la société dans laquelle on vit. Et moi, je suis encore dans le déni très souvent. C'est-à-dire que je minimise encore très souvent la réalité des violences. Il y a 2 ans, j'avais travaillé pour une entreprise que j'aime bien. Et j'avais fait un sondage interne sur les violences. Et c'est une boîte que j'aime bien, j'achète leurs produits et tout ça. Et je m'étais dit, bon... Chez eux, ce sera différent. Ouais, je m'étais dit, chez eux, ce sera pas pareil. Et là, je recommence à regarder les résultats du sondage. Je me souviens de moi pleurant devant mon ordinateur, genre en larmes, et disant à mes collègues, non mais pas chez eux quand même. Non mais regardez ça. Non mais ça c'est pas possible, pas chez eux quoi. Et les collègues qui me disaient, mais Caro, c'est ton travail en fait. T'es au courant que en fait c'est partout. J'étais là. Ouais, d'accord, partout, mais pas chez eux, quand même. Et les meufs, les collègues, elles me regardaient genre, en mode, mais, oh là là, mais ça, si elle-même, elle est dans le déni, on n'est pas dans la merde. Et c'était, enfin voilà, ça m'avait vachement intéressé ma réaction, c'est-à-dire de me rendre compte que, waouh, en fait, c'est partout, vraiment. Le fait d'avoir une expérience individuelle ne fait pas forcément prendre conscience que cette expérience, elle est en fait systémique dans la société, et qu'elle est, en fait, qu'il y en a beaucoup. Donc pour moi, c'est plus une question de, on vit dans une société du déni sur la question des violences. Et c'est pour ça que je trouve que ce que tu fais très bien, un peu comme Lorraine Bastide aussi, qui est d'ailleurs passée dans Soif de Sens et qu'il faut absolument que vous regardiez après cette vidéo, qui est très complémentaire. Ce que tu disais au début, pour percuter l'illusion de la réalité, pour partir des mêmes bases, au début, il faut compter. Pour pas que ce soit ah oui, mais moi j'ai une cousine qui, du cas particulier, anecdotique, mais non, en fait, c'est des chiffres, c'est massif, c'est récurrent, c'est tous les jours, c'est aujourd'hui, quoi. Ouais, les stats, en fait, ça permet de sortir du déni et puis de savoir comment on va régler le problème. C'est-à-dire que si le problème, c'était 2 viols par an en France, il faudrait pas le traiter de la même manière que si c'était comme, en l'occurrence, 250 par jour. Oui. On n'est pas face au même problème, quoi. Et donc, pour moi, les chiffres, c'est vraiment l'étape indispensable. Il y a les chiffres, il y a les définitions. C'est-à-dire que le fait de connaître précisément ce que c'est le harcèlement sexuel, l'agression sexuelle, le viol, ça permet d'agir. Et puis le 3e truc, c'est les mots. C'est-à-dire le fait d'employer les bons mots, de pas parler d'attouchement, par exemple, parce qu'un attouchement, en fait, ça peut être tout et n'importe quoi, ça veut rien dire. Parler d'agression sexuelle. Ne pas parler d'abus sexuels. Moi, je considère que ce terme prête à confusion, parce qu'il donne le sentiment, quand on dit abus, en français, en anglais c'est un peu différent, mais en français, quand on dit abus, c'est qu'on a abusé de quelque chose d'autorisé. On a abusé du chocolat, on a abusé des réseaux sociaux. En fait, il y avait un niveau autorisé, puis on a franchi la limite, quoi. Bon, en matière de violence sur les enfants, il n'y a pas de niveau autorisé, en fait. Donc, on peut pas abuser. C'est non dès le départ. Donc voilà, cette question des mots, elle est aussi pour moi très importante quand on travaille ou qu'on s'engage sur les violences, quoi. Alors, en attendant que nos politiques fassent leur boulot correctement, comment est-ce que nous, on peut développer nos super pouvoirs individuels et collectifs pour en finir avec les violences sexistes et sexuelles? Tu parles notamment de quelques phrases magiques. Ouais, à dire aux victimes. En fait, je pense que chacune et chacun a en effet un pouvoir pour agir. Moi, souvent, quand je pense à la société, je pense aux Sims. Tu vois ce que c'est les Sims, ouais. Le petit jeu les Sims là, le jeu. J'y ai joué beaucoup trop quand j'étais plus jeune, ouais, vraiment beaucoup trop. Donc là, j'ai arrêté les jeux parce que mes enfants essayent de me mettre sur Animal Crossing.
ça sur la Switch, mais je résiste parce que je pense que si je commence, je vais pas m'en sortir. Donc les Sims, c'est des petits bonhommes qui ont une sorte de, je sais pas, de pipette au-dessus d'eux, qui quand ils vont bien, aller dans le vert, et quand ils vont pas bien, elle est dans le rouge. Et pour moi, la société française, elle est dans le orange vif. Genre, je pense qu'elle est sortie du rouge sur la prise de conscience sur les violences, mais elle est encore dans le orange. Et moi, je pense que si on fait passer la société dans le vert, en termes de prise de conscience, en fait, ça va avoir des conséquences réelles sur la baisse des violences dans le pays. Et donc, tout le travail qu'on fait avec nous toutes, avec ce bouquin, avec les formations, avec les mobilisations, moi, ce que je fais dans mon travail aussi, ça vise à, petit à petit, clic, faire monter le niveau de conscience dans la société. Et plus on forme de gens, plus on touche de gens, plus il y a de gens qui regardent cette vidéo, qui la partagent, plus il y a de gens qui se forment grâce à nous toutes. En fait, plus, je pense, on fait petit à petit reculer les violences. Alors, à quoi on forme les gens ? Donc, on les forme à connaître les chiffres, à connaître les bons mots, à identifier les violences. Et puis, on les forme aussi, en effet, à qu'est-ce qu'on dit à une personne victime. Quand une personne victime vient vous voir, en général, votre premier réflexe, ça va être d'essayer de chercher des solutions. Attends, je vais t'aider, attends, tac, tout de suite, parce que on a envie d'aider, quoi. Moi, je pense qu'il faut toujours prendre une respiration et commencer par dire les quelques petites phrases, en fait, à dire à toutes les personnes victimes. Je te crois. T'as bien fait de venir me voir, c'est super courageux. Merci de ta confiance. Donc, 1, je te crois. 2, on revalorise. En fait, il n'avait pas le droit de faire ça. C'est interdit. Et ce que tu me racontes, ça s'appelle, en fait, une agression sexuelle, du harcèlement sexuel ou un viol. C'est interdit. C'est lui le coupable. Tu y es pour rien. Donc, remettre la culpabilité au bon endroit. D'accord? Tu n'y es pour rien. Et puis, je peux t'aider. Si tu veux, si c'est en entreprise, on va signaler au RH, aux ressources humaines. Si c'est dans la rue, on peut aller porter plainte ensemble si tu veux, etc. Je peux t'aider si tu le souhaites. Et ces petites phrases-là, elles sont super importantes parce qu'elles permettent de remettre les choses à la bonne place, quoi. Et puis le deuxième outil que j'utilise beaucoup, c'est ce qu'on appelle les mécanismes des violences. C'est des mécanismes qu'on retrouve dans beaucoup d'histoires de violences. C'est vrai en matière de violences sexistes et sexuelles, c'est vrai aussi en matière de harcèlement moral au travail ou en matière de violences racistes, homophobes ou transphobes, par exemple. Et ce qu'on observe, c'est que dans toutes ces histoires-là, même si elles sont très différentes les unes des autres, il y a des mécanismes qu'on retrouve tout le temps. Et à chaque fois que je les ai racontés, ces mécanismes, à chaque fois, il y a des gens qui sont venus me voir à la fin de la réunion, du Zoom, de la formation, pour me dire... je peux te dire un mot, j'ai l'impression que tu parlais de mon mec là, ou j'ai l'impression que tu parlais de ma cousine, et en fait, ça permet de détecter les violences. Donc ces mécanismes, qu'est-ce que c'est ? C'est d'abord l'isolement. La victime va être isolée par la personne violente, donc on va lui dire qu'elle va trop voir ses copines, qu'on voit trop les parents, que au boulot, on va la mettre dans un bureau à part, etc. Donc isolement. Parenthèse, les personnes violentes, c'est très rarement le mythe du mec chelou dans la rue. Très souvent, c'est un proche. Hein. Ouais. Donc, on estime qu'en matière de viol, dans 90% des cas, la personne qui est victime de viol connaît l'agresseur, connaît la personne qui viole. Donc, c'est vraiment l'entourage ou, donc, soit famille, soit cercle d'amis, je mets des guillemets, soit au travail. Donc, 1, isolement. 2, dévalorisation. Voilà. Moi, ce que je dis tout le temps, c'est que si vous avez une copine qui vous dit qu'elle est une grosse merde, c'est qu'il y a un problème. En fait, c'est pas normal de penser ça de soi. Ça veut dire que sans doute quelqu'un lui a mis dans la tête. Donc 1, isolement. 2, dévalorisation. 3, inversion de la culpabilité. Donc on va faire penser, la personne violente va faire penser à la victime que c'est de sa faute. Donc ça va être, ouais mais en même temps t'as vu la jupe que t'avais mise, ouais mais en même temps t'aimais bien ça, etc., etc. Donc inversion de la culpabilité. Tu racontais une anecdote d'une jeune fille qui était venue te voir à la fin d'une formation. Ouais, avec des bouts d'oreilles. Hein. Oh, ouais. Ah, et cette histoire, elle m'a vraiment marquée. J'étais en formation. Enfin, c'est là qu'on voit toute la puissance de l'inversion de la culpabilité, enfin la puissance malsaine. Hein. J'étais en formation avec des très jeunes, puisque genre ils avaient 25 ans, 20-25 ans quoi, très jeunes, c'est les étudiants en soins infirmiers, ou étudiants en puériculture, enfin voilà, des formations financées par la région Île-de-France à l'époque, qui finançaient des formations à la lutte contre les violences. Et quand Valérie Pécresse a été élue présidente de région, elle a coupé les subventions, enfin elle a coupé en fait ce marché de formation. Donc il n'y a plus eu de formation pour ces étudiants depuis qu'elle est présidente de région. Ce qui est vraiment une aberration. Mais bon, bref, passons. Et donc cette jeune femme vient me voir à la fin de la formation, très émue, et dit je voulais vous voir parce que hier c'était une formation de plusieurs jours. La formatrice, elle a dit que qu'on soit en mini-jupe ou habillé en jupe longue ou peu importe la tenue qu'on portait, on n'était jamais responsable des violences qu'on subissait. Et là, elle se met à pleurer. Et elle dit, moi, il y a 10 ans, donc elle devait avoir 25 ans. Il y a 10 ans, il y a mon copain qui m'a violée. Et j'ai toujours pensé que c'était parce que j'avais pas mis les bonnes boucles d'oreilles. Et là, à ce moment-là, genre, moi, je me glace intérieurement. C'est-à-dire que
rien que d'en reparler, ça génère des émotions. C'était fou en fait. C'était incroyable de se dire que la société avait réussi à lui mettre dans la tête que si elle était victime d'un viol aggravé, parce que c'était avec menace de faire venir les copains, donc menace d'un viol en réunion, c'était parce qu'elle portait des mauvaises boucles d'oreilles. Mais où c'est possible? Enfin bon, ça n'a aucun sens en fait. Et c'était et elle en était persuadée. Et donc voilà, donc l'inversion de la culpabilité, c'est extrêmement puissant. Le 4e élément, c'est la menace et la peur. Donc, moi, ce que je dis tout le temps, c'est que c'est pas normal d'avoir peur de quelqu'un. En fait, au travail, à la maison, avec des potes, en fait, quand on a peur de quelqu'un, c'est un très bon signal d'alerte qu'il y a un truc qui déconne. Pas chez nous, mais chez l'autre. C'est pas forcément une emprise, mais c'est juste, en fait, un comportement qui est violent, quoi. Et puis, le 5e élément, c'est ce qu'on appelle assurer son impunité. C'est-à-dire que les personnes qui commettent des violences s'organisent, consciemment ou pas, j'en sais rien, je ne suis pas leur psy, et ni psy tout court d'ailleurs, mais s'organisent pour donner le sentiment que ce sont des gens très bien. Donc ça va être la personne qui va poser dans une campagne contre les violences, alors qu'en même temps, il agresse sexuellement des femmes. Ça va être un présentateur télévisé, mis en cause par plusieurs femmes pour des faits d'agression sexuelle ou de viol, qui va préfacer un livre féministe. Voilà. Ça va être un homme mis en cause pour inceste qui, on va se rendre compte, est parrain d'une association de protection de l'enfance, etc., etc., etc. Vraiment pas peur, quoi. Hein. Ouais, en fait, ça fait partie des mécanismes qui permettent de verrouiller la parole. Comment vous voulez vous en prendre à quelqu'un qui est connu, mais qui en plus est connu pour ses engagements sur les droits des femmes? Ça renforce la difficulté pour les victimes d'être entendues. Et du coup, chacune de ces 5 phrases qui peuvent sembler un peu absurdes à dire comme ça, mais qui en fait ont un vrai impact, du coup permet de démonter chacun des 5 mécanismes de domination, quoi. Je voulais te demander aussi, t'as l'air d'avoir beaucoup d'ennemis, j'ai l'impression, et en même temps, ça s'explique assez facilement quand tu défends le féminisme, forcément le patriarcat se défend. Mais sur ces, je sais pas, les polémiques dans lesquelles t'es par rapport qui sont liées au féminisme, j'entends, est-ce qu'il y en a sur lesquelles où tu t'es rendu compte que tu t'es dit que tu étais en tort et qu'aujourd'hui tu ferais les choses différemment? Alors oui, enfin pas en tort, mais j'ai fait des erreurs. En 2018, je crois, ou 2019, peut-être 2019, je sais plus. Un journaliste de l'Obs m'appelle pour faire une interview et il me parle de MeToo et je lui dis, moi ce qui m'intéresse en ce moment, dans la période, c'est que MeToo a permis de prendre conscience que c'était partout les violences, que c'était nos mères, nos sœurs, nos frères, nos cousines, etc. Est-ce qu'un jour on va se prendre conscience que le résultat c'est nos frères, nos potes, nos pères qui ont commis ces violences? C'est-à-dire que on parle des victimes, mais en fait on parle pas des personnes qui violentent. Et c'est les hommes qui violentent dans l'espace, en France en fait, sont totalement invisibilisés du débat public. Alors que c'est massif. À partir du moment où on sait qu'une femme sur 2 a déjà subi des violences sexuelles, par définition, ça veut dire qu'il y a un paquet d'hommes qui ont commis des violences sexuelles. Et donc à ce moment-là, je dis aux journalistes, moi, ça m'intéresse. Je pense que l'étape d'après, c'est de se demander, on sait maintenant qu'il y a une femme sur 2 qui a été victime. L'étape d'après, c'est de se demander combien il y a d'hommes qui ont commis. Et je lui dis, d'ailleurs, il l'a enregistré, donc on a la trace audio. Je lui dis, c'est sûr que c'est pas 1 sur 2, parce que il y a des hommes qui récidivent, voilà. Est-ce que c'est 1 sur 3, 1 sur 4? En fait, j'en sais rien. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y en a beaucoup. Et il titre, un homme sur 2 ou 3 est un agresseur. Oui, ça c'est pas ta faute, quoi. Ça c'est. Ouais, mais ce qui ne veut rien dire. Ce qui ne veut rien dire. Voilà, ça veut rien dire cette phrase. Et ce qui n'est pas ce que j'ai dit. Et là, genre déferlante de haine comme jamais j'ai vu ça. Avec jusqu'à il y a comment il s'appelle, j'ai même plus son nom, un producteur de film qui à la télévision dit Besnéard, qui dit Dominique Besnéard, qui dit j'ai envie de la gifler. Et El Kabash, qui est un journaliste, qui lui répond vous ne devez pas être le seul. En direct à la télévision. Donc c'est la première fois de ma vie que j'ai peur dans la rue. C'est-à-dire que quand je vais dans le métro, je mets mon écharpe autour du cou, je mets ma capuche. On est pourtant en mars-avril, genre, et j'ai peur en fait. J'ai peur que les gens me reconnaissent. Et quand ils me reconnaissent, j'ai peur. Ça a été vraiment horrible. Et ça, pour moi, c'est une grosse erreur, c'est que j'aurais dû demander à relire ou j'aurais dû ne pas faire confiance à ce journaliste. J'ai appris après que c'était un journaliste qui, de toute façon, allait être malveillant avec moi. Et j'aurais dû me renseigner sur le journaliste avant, en fait. Et c'était très clairement un acte de malveillance de sa part. Il voulait, je pense, me détruire. Et je pense qu'il n'a pas été loin de réussir. Et donc voilà. Donc ça, pour moi, c'est des erreurs stratégiques. Après, sur le fond, j'ai changé d'avis sur des trucs. C'est ce que je disais tout à l'heure, par exemple sur le fait que le sexisme était
plus prioritaires que d'autres. Ça, je pense que j'aurais pu le dire il y a quelques années. Et là-dessus, j'ai changé d'avis, par exemple. Pour cette dernière partie de l'émission s'appelle Soif de sens. Donc, on va parler un peu de ta quête de sens. Qu'est-ce qui, toi, aujourd'hui, donne du sens à ta vie? Voilà. Vous avez 2 heures. Ouais. C'est dur comme question. Il y a plein de trucs. Le militantisme, c'est clair et net. C'est-à-dire que pour moi, le fait de s'engager et en fait le fait de voir le monde changer par ton action, ça c'est mon kiff absolu. C'est-à-dire que vraiment je me sens bien quand j'ai le sentiment, ou c'est pas d'ailleurs parfois c'est pas un sentiment, c'est vrai, de faire bouger les choses par mon action. Donc ça c'est voilà. De le rendre un peu mieux quoi, un peu plus sécurisant, un peu moins injuste. Bon. Ça c'est vraiment hyper important pour moi. Et puis après ce qui fait du sens dans ma vie, c'est les groupes WhatsApp de copines quoi. Je veux dire, soyons très clairs, c'est quand même un élément indispensable de la vie. Les groupes WhatsApp de copines sur lesquels on peut conseiller les copines avec leur crush par exemple, tu vois, genre ça c'est très important. Ça, les moments punchline, moi je fais des super punchlines, donc parfois j'ai des copines qui disent bon Caro, là il faut que tu m'aides à répondre, donc elle m'envoie ce que le mec ou la meuf a dit. Je fais bon alors si ça dépend, si tu veux être un peu genre passive-agressive, tu fais comme ça. Si tu veux être un peu genre, allez, j'ouvre une porte, tu fais comme ça. Si tu veux fermer les trucs, tu fais comme ça. Et donc, je leur donne plein de punchlines. Enfin, non, mais trop bien. Tu peux faire des formations drague. Non, mais laisse tomber. Il y a plein de meufs qui m'ont dit ça, qui m'ont dit, non, mais Caro, faut que tu fasses des formations en ligne. Genre, moi, il y a une copine qui m'appelle la machine à punchline. Et j'adore faire ça. Ça me fait trop marrer. Et en plus, j'ai un peu l'impression de vivre le crush par procuration et je trouve ça trop chou quand même. Trop cool. Donc, ouais, donc ça, non, ça, c'est vraiment marrant. Ouais, moi, ça a été un gros changement dans ma vie cette dernière année. C'est-à-dire que le confinement a pas mal fait changer dans ma vie mes relations humaines, mes relations sociales en fait. C'est-à-dire qu'avant, je militais énormément, mais j'avais pas tant de groupes de copines que ça. J'ai des amis proches, quoi, mais j'avais pas de groupe de copines. Et avec le confinement, se sont créés des groupes WhatsApp ou des groupes sur Twitter de copines féministes, hein, féministes toutes. Et ça, c'est cool. C'est vraiment en fait, la crise sanitaire a fait évoluer plein de trucs moi dans ma vie et notamment ça. Ça aussi c'est pour moi, alors je sais pas si ça donne du sens, mais ouais, c'est la question de l'amitié. Ouais, elle est centrale en fait dans la vie, je pense en particulier dans la crise qu'on traverse quoi. Je crois que c'est ce qu'avait répondu aussi Colline de Ta pensée sur la charge mentale dans la toute première vidéo de Soif de sens. Merci Caroline, je me suis régalé. Je vous mets le lien du livre, du coup, En finir avec les violences sexistes et sexuelles en description. Filez l'acheter. Et si cet épisode vous a plu, comme j'ai dit à plusieurs reprises, n'hésitez pas à aller voir l'épisode avec Lorraine Bastide de La Poudre sur le féminisme aussi. Merci Caroline. Merci. À plus tout le monde. Ciao. Ciao.